Coucou, alors je viens de passer 2 semaines avec une youtubeuse merveilleuse que j'aime énormément, que j'aimais avant et que j'aime encore plus maintenant. Et il y a de fortes chances pour que je l'aime pour toute la vie. Et cette youtubeuse, tu la connais, c'est Little Gypsy. Pendant les 2 semaines qu'on a passées ensemble, on a beaucoup parlé et on a notamment parlé de son adolescence durant laquelle elle a fait beaucoup de crises d'angoisse et elle a fait une grosse dépression. Je me suis dit qu'en fait, si on partageait son expérience avec toi, ça pouvait être super intéressant parce qu'en fait, je connais beaucoup de gens qui ont eu des crises d'angoisse, qui savent pas vraiment ce qui se passe dans leur vie, qui ne les comprennent pas, qui savent pas comment les gérer. Et c'est toujours génial d'avoir l'expérience d'une personne qui s'est sortie d'un problème et qui peut dire, ben voilà, j'ai vécu la même chose que toi, voilà comment j'ai réagi, voilà comment j'ai répondu à mon problème et voilà quels conseils je pourrais te donner. Du coup, dans cette vidéo, Little Gypsy va partager avec toi et avec nous tous ses crises d'angoisse, sa dépression et comment elle s'en est sortie. Je t'aime très très fort. Du coup, le premier truc que je voudrais savoir, c'est comment tu étais avant les crises d'angoisse. Quel genre de fille tu étais avant de faire des crises d'angoisse? Alors j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, j'avais 15 ans. Et avant mes 15 ans, je suis passée par plusieurs phases de ma vie, je me suis beaucoup cherchée. J'ai pu être aussi timide que mal dans ma peau, que j'ai pu être blonde patine avec du vernis rose, que j'étais hyper rock'n'roll, hyper provocatrice, mais il y avait un mal-être en moi. Dans tous les cas, il y avait un mal-être en moi. Et je pense, et ce mal-être, c'était surtout un gros manque de confiance en moi et une grosse timidité que j'essaie de cacher. D'accord. Voilà. Et donc un jour il y a eu un déclencheur qui a fait que tu as fait ta première crise d'angoisse. Ouais. Du coup c'est quoi ton déclencheur? Alors mon déclencheur, je te parle à toi ou franchement c'est comme tu veux. Tu peux parler à la caméra si tu veux. Ça marche. Le déclencheur ça a été qu'on a essayé de m'enlever. Et en fait ça n'a pas vraiment été le déclencheur parce que la première crise elle arrivait plus tard, quelques jours plus tard. Mais en fait, il y a eu un espèce de, je pense, de court-circuit dans mon cerveau parce que cette personne m'a bloqué en fait avec sa voiture et a voulu a essayé de me faire rentrer dans sa voiture. Une autre voiture est arrivée et il m'a lâché. Lui, il est rentré dans sa voiture, il est parti pour s'enfuir parce qu'il y avait une autre voiture qui arrivait. Moi, j'ai eu le réflexe de courir pour me cacher et de demander de l'aide et tout. Et en fait, à un moment donné, bizarrement, je me suis assise et genre dans mon cerveau, c'est comme si mon cerveau me faisait comprendre que c'était plus rien passé. Et genre, je sais pas, ça a dû durer 5-10 minutes. Et je me suis levée, en fait, je devais partir faire un cours d'équitation. Et du coup, je me suis levée, je suis partie prendre mon cours d'équitation comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Alors qu'il y avait un mec qui, pendant ton chemin, qui a quand même essayé de m'enlever. Ouais, voilà. Et du coup, dans mon cerveau, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était du style, il s'est rien passé. J'allais prendre mon petit cours d'équitation comme si de rien n'était et tout. Et en fait, le cours s'est super mal passé. J'ai été très agressive envers mon prof. J'ai pas été très sympa. Et après, quand le cours s'est fini, je suis sortie du cours au milieu parce que je me suis énervée contre mon prof et je suis descendue de cheval, je suis allée rendre mon cheval dans le box. Et là, je commençais à me sentir pas très très bien. Et j'ai continué à faire comme si de rien n'était. Et en fait, ce soir-là, je devais dormir chez une amie. Et je suis allée chez elle. Et en fait, à partir de là, je me suis écroulée chez elle. Et je lui ai dit, on a essayé de m'enlever. Mais il a dû se passer 8 heures entre temps, quoi, avant que mon cerveau le réalise. Et donc je le dis, et en fait, je pense de l'avoir dit, ça a déclenché un truc qu'il fallait pas que ça se déclenche. C'est bizarre. Et en fait, le lendemain, je suis allée faire des courses. Et je me souviendrai toujours, je faisais la queue pour faire les courses, je faisais la queue après avoir fait les courses, truc logique. Et en fait, je sais pas, j'ai senti comme une sorte de panique, mais dans tout mon corps. Vraiment, il y a une énorme panique et je savais pas comment gérer toute cette adrénaline, tout ce qui était en train de se passer. Et j'ai laissé le caddie au milieu, il y avait une longue queue, et j'ai laissé le caddie. Et en fait, je suis partie en courant chez moi. Et là, j'ai commencé à faire de la tachycardie. Mon cœur qui a commencé à battre très vite. Elle n'est pas encore arrivée à ce moment-là. Et elle est arrivée quelques jours plus tard où j'étais très très énervée. Les jours qui ont suivi, j'étais très très énervée et j'ai fait comme une espèce de crise où je me suis vraiment énervée. Et là, à partir de là,
J'ai commencé à sentir que j'arrivais plus à respirer, j'ai fait de la tachycardie et puis je me suis écroulée par terre et là j'ai fait ma première crise d'angoisse. Alors par exemple pour moi, qui connais pas les crises d'angoisse, qui en ai jamais vécu et qui... Je connais des gens qui ont eu des crises d'angoisse mais je sais pas ce que c'est en fait. Ouais. Est-ce que tu saurais m'expliquer qu'est-ce que c'est une crise d'angoisse? Qu'est-ce qui se passe en fait quand on a une crise d'angoisse? Clairement, t'as l'impression que tu vas crever. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, t'as l'impression que tu vas mourir. Tu peux plus respirer. En fait, tu vas respirer comme ça. Mais là, j'en ai pas une. Mais là, vraiment, genre là, c'est genre 1% de comment ta crise elle est. Et c'est violent. Et tu peux plus rien faire. T'es tétanisé par terre. Et tu as l'impression que tu vas mourir, t'arrives plus à respirer, t'arrives plus à contrôler ton corps, tu contrôles plus rien et t'es juste là comme une pauvre fille en train de faire ta crise. Et les premières, ça a été horrible parce que vraiment je comprenais pas ce qui m'arrivait et elle durait super longtemps parce que je savais pas comment gérer cette situation. On a appelé plusieurs fois les ambulances, tout ça. Mais en fait, mon cerveau, ou je sais pas, m'a donné une sorte d'endroit où c'était mon cocon et il fallait plus que j'en sorte. Et en fait, dès que j'ai fait ma première crise, je pouvais plus sortir de chez moi. Et en fait, quand les pompiers arrivaient, c'était pire dans ma tête parce que je me disais, ils vont m'emmener à l'hôpital et je vais devoir sortir de chez moi. Et ça va être encore pire, je vais avoir encore plus d'angoisse. Alors qu'il fallait vraiment que je reste chez moi. Et que c'était ce qui me rassurait, quitte à faire des crises et que j'étais pas aidée par des médecins et tout. Et en fait, j'en faisais genre, je pense, une bonne vingtaine par jour, quoi. Et sérieuse? Ouais. Et en fait, ça commence où t'es normal. Et tu sens, tu sais, t'essayes de prendre une respiration. Tu sens qu'il y a un truc qui bloque là. Et dès que ça bloque là, c'est un cercle vicieux. Tu as peur de faire une crise d'angoisse, donc tu fais une crise d'angoisse, d'avoir peur de faire une crise d'angoisse. Moi, dès que je sentais que j'avais ma respiration qui se coupait, ou que j'avais du mal à respirer, mon cœur il partait en tachycardie et c'était bon, je partais en crise d'angoisse. Et il n'y avait pas de déclencheur. Waouh. C'est super gai. Et il n'y avait pas de déclencheur particulier. Non, à cette phase, maintenant, après oui, il y en avait. Mais là, à partir de ce moment-là, non, il n'y en avait pas, c'était vraiment... en fait, c'était une dépression, quoi, parce que j'ai vraiment fait une dépression. Ça a été déclaré par les médecins, par les psys, tout ça. Et du coup, j'ai dû prendre des médicaments pour me calmer. Et même sous médicaments, j'en faisais encore. Et en fait, c'était des médicaments qui étaient un légume, quoi. Tu fais plus rien mais il faut... non. Je suis pas d'accord, il faut pas en prendre. Faut peut-être pas en prendre. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas ce qui m'a aidé à m'en sortir, quoi. Mais ouais, en fait... Et ce qui est hyper vicieux dans ces trucs-là, c'est que... Donc, il y a eu ces crises-là. Ça a été... on m'a très vite diagnostiqué comme en train de faire une dépression et que je faisais des crises d'angoisse. Donc, on m'a très vite donné des cachets pour ça. Sauf qu'en fait, ce qu'on vous explique pas, c'est que ces cachets, vous devenez accro à ces cachets-là. Votre corps devient dépendant de ces cachets-là. Et il m'arrivait des fois parce qu'il faut les prendre à des heures précises et votre corps devient réellement un vrai drogué. Tu deviens drogué, quoi. C'est ta canne, ce truc, je sais pas, ton corps il devient absolument dépendant de ce truc-là. Et il y avait des fois où j'oubliais de prendre mon cachet, mais genre à 1 heure d'intervalle, quoi. Et c'était foutu. Je savais que j'allais passer ma journée. Alors je tombais dans les pommes. Je repartais en crise d'angoisse, vraiment ton corps devient dépendant de ça, c'est horrible parce qu'en fait tu vois aucune issue, quoi. C'est soit t'en prends pas mais tu fais des grosses crises d'angoisse, tu prends ces cachets mais ton corps il devient dépendant de ça, t'as le malheur de l'oublier, tu pars en crise fois 1000 et ton corps est en manque de drogue, c'est une petite vie de merde, quoi. Une bonne grosse vie de merde. Du coup, moi, je me dis, si t'es resté 2 ans comme ça enfermé à la maison, ça a dû avoir des conséquences en fait sur ta vie sociale, sur ta vie amicale, sur ta vie professionnelle, sur l'école, sur tout ça. T'en as plus. T'as plus de vie sociale parce que les gens déjà, premièrement, ils comprennent pas. Ils ont juste envie de te dire, pourquoi ça va pas, vas-y, bouge-toi et c'est bon, arrête de faire genre que ça va pas. Mais si tu t'as jamais fait de dépression ou t'as pas un minimum d'empathie, tu ne peux pas... Oui, j'ai connu la solitude énormément. Ah ouais, les gens ils m'ont... Tes amis c'était plus trop là? Après c'était pas vraiment... tu vois, c'était la phase lycée. Non.
collège, non lycée, c'est la phase lycée. Et moi je viens de la campagne. Et donc mes vrais amis ils étaient dans mon village, ils étaient pas dans la ville où j'étais à Nice. Donc c'était pas forcément mes vrais amis, c'était des gens que je commençais à côtoyer, à connaître, mais c'était pas vraiment mes vrais amis. Comme on n'avait pas tous les réseaux sociaux, tout ça pour se donner des nouvelles à l'époque, je crois même pas que j'avais un portable à l'époque. Mes amis qui étaient de la campagne, donc normalement j'allais pendant les vacances scolaires, ils savaient pas ce qui m'arrivait. Ma famille a pas compris, il y avait que ma mère qui était là et la pauvre, elle a dû en chier, parce qu'il y avait des fois où elle était obligée de pas aller travailler, parce que je faisais des cris, je la suppliais de pas aller travailler, qu'il fallait qu'il y ait des gens qui restent avec moi. Il fallait tout le temps en fait qu'il y ait des gens qui restent avec moi, je pouvais pas rester toute seule. Mais il y avait ma mère, ma grand-mère, et après le reste, les gens ils comprenaient pas quoi. Ouais. Alors, et en fait, même les gens qui veulent t'aider, ouais. Tu deviens mauvaise, t'as même plus envie d'être aidée, t'as juste envie de, tu sais quoi, dégage, même toi tu deviens insociable quoi. Parce que c'est pas une image de toi que t'as forcément envie de montrer, cette image-là. Alors du coup, là ce qui pourrait être intéressant, ce serait que tu me dises maintenant comment toi t'as fait pour t'en sortir. Et après, peut-être que tu nous donnes des conseils pour si, mettons, il y a des gens qui regardent la vidéo, qui font des crises d'angoisse, sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour, quand une crise d'angoisse arrive ou quand il y a une crise d'angoisse, tu vois, des choses de comment gérer ça. Et un truc auquel je viens de penser maintenant, c'est si jamais tu as un ami qui fait des crises d'angoisse ou une amie, comment tu peux l'aider, tu vois. Ok. Du coup, le premier truc, ce serait, toi, comment tu t'es sortie de tout ça? Alors ça fait un peu l'histoire racontée tout ça, mais c'est mon histoire et puis merde, je sais pas. En fait c'est horrible, mais en fait ça faisait 2 ans où c'était plus vivable. J'allais pratiquement plus au lycée aussi. La deuxième année j'y allais de temps en temps, mais c'était juste horrible. Donc j'ai vraiment une vie horrible, et puis c'était horrible pour moi parce que j'avais énormément d'ambition depuis toute petite, j'avais plein de rêves, je voulais faire plein de trucs. Et genre cette dépression et cette merde, en fait c'était pour moi ma vie elle était finie parce que ça allait durer comme ça toute ma vie et que franchement je voyais pas comment je pouvais m'en sortir vraiment. Pourtant je suis je suis une battante et là vraiment tu sais pas comment faire, tu sais vraiment pas comment faire. Et donc moi, c'est horrible, mais je m'étais donné 3 mois à vivre. Je m'étais dit franchement si dans 3 mois ça va pas mieux, on arrête quoi, c'est bon, on laisse tomber et tout. Et je recevais des cours à domicile et on a étudié le XVIe siècle à un moment donné, et c'était l'époque du spleen où tu sais t'avais tout, je vais peut-être dire une connerie, ou Baudelaire, Rousseau, tout ça, il disait que la vie c'était de la merde et que il avait envie de se foutre en l'air et tout. Et en fait t'en as un qui est arrivé et qui a dit bah non, carpe diem, cueille le jour et tout, et qui a contré tout ça. Et en fait, pour moi, ça a vraiment fait un électrochoc dans ma tête. Et quand j'ai lu ce mot, ça a vraiment été un truc qui m'a sauvé la vie, où je me suis dit, bah franchement, de toute manière, tu vas te foutre en l'air d'ici peu, t'as plus rien à perdre, tu vas vivre, tu vas vraiment vivre, tu vas réaliser tous tes rêves. Et puis si ça marche pas, là, réellement, on n'a plus rien à perdre, quoi. Et ce jour-là, je devais aller, mais vraiment ça a été un énorme déclic quoi, le déclic de ta vie, où vraiment là pour moi c'était une révélation de penser comme ça. Et je suis allée voir, ce jour-là je devais aller voir ma psy parce que je t'ai suivie bien évidemment, et je lui ai dit, donc cette manière que j'avais là de me dire je vais partir de chez moi. Comme les cachets te rendent comme un énorme légume et que tu dors pratiquement toute la journée, si je voulais réussir, il fallait que j'arrête ces cachets-là. Sauf que apparemment il faut y aller progressivement et que ça prend des années normalement parce que ton corps est tellement accro à ces cachets-là que du coup faut que ça prenne du temps. Moi je voulais tout arrêter du lendemain. Enfin pour moi du jour au lendemain je faisais mes affaires. Je prenais un appartement, je retournais dans mon village, donc à la campagne où j'ai grandi, je retournais voir mes amis, je prenais un appart et j'allais travailler chez des amis qui avaient des légumes, ramasser les légumes pour me payer des études, où je savais que je pouvais potentiellement peut-être avoir une convention de stage pour l'envoyer à un parc marin, parce que mon rêve de grande petite fille c'était de devenir dresseuse d'orques, mais c'était vraiment obsessionnel, je voulais faire ça. Alors, je pouvais pas mourir sans avoir fait ça, c'était pas possible. Et ma psy, en fait, ce jour-là, quand je lui ai dit ça, elle m'a regardée, elle m'a dit « tu n'y arriveras jamais ». Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'elle me connaissait, avec du recul, je pense qu'elle me connaissait tellement par cœur
elle a compris que c'était le moment d'un mois de guérir et qu'en me disant cette phrase, c'était le dernier shoot aux fesses qu'elle pouvait me donner pour que je réussisse. Et quand elle m'a dit ça, parce qu'il faut surtout jamais me dire ça, je l'ai regardée, j'ai dit bah, vous savez quoi, c'est la dernière fois que vous me voyez et c'était la dernière fois que je prenais des cachets et je vais réussir tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et elle m'a plus jamais revue d'ailleurs, je sais même plus son nom, tout ça c'est dommage, j'aurais bien envoyé une petite carte de Rio pour la remercier. Mais voilà. Et du coup t'as réussi? Ouais, j'ai réussi, j'ai tout réussi. C'est chouette. Tout. C'est chouette, hein. C'est chouette. J'avais 17 ans. À 18 ans après, je suis devenue dresseuse de dauphins et d'otaries. Je me suis rendu compte que l'envers du décor était pas forcément quelque chose que je voulais faire toute ma vie. C'était pas cool parce que c'était vraiment tout ce que je voulais faire dans ma vie. Et j'étais prof d'équitation parce que je voulais devenir chuchoteuse. Après, j'ai sauvé des animaux, j'ai travaillé dans des refuges et maintenant je voyage. Et bon voilà, c'est un bon néon, une bonne finalité de ce moment bien horrible. Alors du coup, si tu pouvais donner des conseils à des gens qui font des crises d'angoisse, tu dirais quoi? De s'écouter. Moi, je sais qu'au fond de moi, je savais que la chose qui allait m'aider le plus dans la vie, c'était de voyager. Et pourtant, j'étais pétrifiée parce que voyager, c'était absolument impensable pour moi parce que même je pense que les crises, même si tu t'en sors, elles durent encore longtemps. Genre pendant longtemps encore, j'avais quand même ma petite tablette d'anxiolytique pour me rassurer au cas où si je sentais qu'il y en avait une qui arrivait, je prenais vite un petit anxiolytique et ça me calmait. Mais le voyage, moi je sais que c'est quelque chose qui m'a guérie, mais parce que je le savais au fond de moi que ça allait être quelque chose qui allait me faire du bien et qui allait m'ouvrir à plein de choses. Et au début, moi j'avais voyagé avec des amis pour me rassurer. J'avais donc ces plaquettes de cachets que je prenais si jamais je faisais une crise. Et la première fois que je suis partie toute seule, j'en ai vraiment pris beaucoup parce que je me suis dit je vais faire une crise. J'avais trop peur de faire une crise toute seule devant tout le monde. Et en fait, dès que je suis sortie de ce bus-là, j'ai plus jamais fait une crise d'angoisse, plus jamais. Et j'ai arrêté totalement d'avoir des plaquettes sur moi, tout ça. Mais vraiment, moi, je sais que le voyage, c'est quelque chose qui m'a guérie. Et donner des conseils à quelqu'un... Mettons, si pour la personne qui sent qu'il y a une crise d'angoisse qui monte, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, malheureusement, tu peux pas contrôler. D'accord. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire et je pense que chacun vit cette merde à sa manière. Tu vois, moi, je sais que ma manière, c'était d'être chez moi dès que ça allait pas. Et dès que je sentais que j'étais anxieuse dans une journée, ben, je pouvais pas sortir de chez moi de la journée, je le savais. Et puis c'est comme ça, malheureusement. Puis quand tu fais des crises d'angoisse, c'est que tu as une phase de ta vie où tu es un petit peu dépressif, tu vas pas bien. C'est pas genre, ça va pas durer toute ta vie. À un moment donné, tu vas guérir. Il faut vraiment se dire ça, qu'à un moment donné, tu vas guérir et que ça va passer. Ça va pas durer toute ta vie. Mais je pense que chacun a ses solutions. D'accord. Chacun trouve ses solutions et que chacun le sait quelle est la solution. Mais je sais que moi, ce qui me rassurait, c'est d'avoir ces plaquettes d'anxiolytiques pour, au cas où, ça me rassurait de me dire si jamais je vais pas bien, je prends un cachet et ça va me faire du bien. D'accord. Enfin, ça me rassurait quoi. Et alors, si jamais on est amis avec quelqu'un, on est de la famille de quelqu'un qui fait des crises d'angoisse, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Et qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Il faut pas lui dire de se bouger le cul. Faut pas secouer une personne parce qu'elle va prendre ça comme... je pense qu'une personne qui est comme ça, elle est déjà au plus bactère. Vraiment, elle est vraiment déjà plus bactère et de lui dire mais réveille-toi, fais quelque chose, c'est la rabaisser encore plus et c'est pas la solution parce que la solution, elle va la trouver elle. T'auras beau lui dire tout ce que tu veux, les crises, elles resteront là et ce sera... Et je pense qu'il faut lui demander qu'est-ce qu'elle a envie dans sa vie, qu'est-ce qui lui fait rêver, qu'est-ce qui ferait que là, sa vie serait plus belle et l'encourager à aller vers ces choix-là. Je sais que par exemple, pourtant je faisais des cours à domicile et il fallait truc con de la famille, tout ça, il fallait absolument que je passe mon bac et tout. Et le jour où, donc j'étais en première S, le jour où j'ai vu ça et que j'ai dit je vais ramasser des légumes parce que je vais faire d'autres études et je vais réussir à travailler avec des dauphins. Quand j'ai dit ça, ma mère m'a dit fonce, vas-y. Et c'était ce que j'avais besoin d'entendre pour m'encourager.
Et les autres m'ont dit, t'es trop conne et c'est trop con ce que t'es en train de faire, ils m'ont jugé encore. Alors que si je les avais écoutés, bah, j'aurais très certainement encore une vie de merde actuellement. Et il faut aller dans le sens de ce que la personne a réellement envie. Il faut être doux, il faut être compréhensif. Et même si on ne comprend pas ce problème, parce que je peux concevoir qu'on ne comprenne pas, il faut aller au-delà de ça et comprendre que la personne ne va pas bien et qu'il faut être patient, il faut aller dans son sens. À part si elle vous dit qu'elle veut se foutre en l'air, non, il ne faut pas aller vraiment dans ce sens-là. Mais il faut l'aider à trouver ce qu'il va faire. Moi, ça a été par exemple le Carpe Diem et parce que je rêvais de réaliser plein de rêves, je rêvais de faire donc, ces métiers-là et de voyager. Et donc, trouver qu'est-ce qui va faire qu'elle va trouver la force de s'en sortir. L'ambition. Ça peut être con, hein, elle peut avoir l'ambition d'avoir envie d'avoir un cheval, tu vois. Bah, faut l'encourager à ça et elle va penser à autre chose et peut-être c'est ça qui va la sortir, tu vois. Moi j'ai entendu Carpe Diem, quoi, c'est ça qui m'a sauvée. D'ailleurs, tu l'as tatoué. Ouais, j'en suis pas très fière aujourd'hui parce que tout le monde a des tatouages Carpe Diem et c'est la honte. Mais moi, c'est un truc, voilà, ça fait partie de moi et c'est très très important pour moi. Mais si je m'en suis sortie avec juste un mot que j'ai lu dans un livre, quelqu'un avec des projets ou n'importe quoi peut s'en sortir et il faut l'aider à trouver ce truc-là. Voilà. Merci meuf. De rien, wesh. Mais ça va mieux, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ça va très bien maintenant. Ça va maintenant? Ouais, ça va bien. Ça va bien. Mais c'est ça, c'est une partie de ta vie en fait. C'est pas toute ta vie. C'est une partie. Ça durera pas toute la vie et ça, c'est plutôt cool de le savoir. Que ça durera pas toute la vie. C'est une phase chiante. Mais bon, on n'a pas tous une vie linéaire et toute belle. C'est beau. Non, pas même personne en fait. Même personne d'ailleurs. Non, c'est vrai. C'est pas très intéressant. Non. Ça vous fera des choses à raconter. Ouais. Peut-être que vous ferez plus de ça, vous raconterez ça dans une vidéo du corps, la maison, les Alors là, excusez-moi, ce qui peut se passer. Mais voilà. Alors je suis en train de penser à un truc. En début de vidéo, on a parlé de ton enlèvement. Il me semble que tu avais écrit un article sur le sujet. Ouais. Et donc du coup, si vous voulez avoir plus de détails sur l'histoire, sur ce que tu as vécu, sur ce que tu as ressenti, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Ouais, carrément. Voilà. C'est gentil. Ouais, ça fera 10 euros. 10 euros, ça va. Ça va. Bon, on fait des gros bisous. On vous embrasse fort. J'espère très fort que cette vidéo, elle vous aura donné peut-être des angles de réflexion sur et un truc pour finir. Ouais. Non mais on va finir sous une chanson. Une petite chanson. Tu as chanté quoi? Non, je chante pas. Non, celle-là, je la chante pas. Mais faites-moi le plaisir, quand vous allez mieux, de hurler de tout votre cœur la chanson Blizzard de Fauve. Et vous comprendrez. Ok. Voilà. On fait des bisous, on vous aime très fort. Au revoir. Ciao.